Cette salle, nous allons traiter des suites de la loi APER avec, dans l'ordre, Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine, rapporteur de cette loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et je lui donnerai la parole dans quelques secondes. Bonjour Pierre, n'hésitez pas à prendre le micro parce que c'est vous qui allez dans le micro. C'est vous qui allez démarrer. C'était pas le propos le plus intéressant, j'espère. Tout à l'heure. Vous souhaitez bonjour. Mais bonjour à toutes et tous et merci d'être présents dans cette belle salle et merci pour l'invitation. Pierre Cazeneuve, juste à côté, Jonas Haddad, avocat au barreau de Rouen et conseiller régional Normandie. La Normandie, région connue pour son opposition à l'agrivoltaïsme. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Jonas, merci d'être là, Jonas. Vas-y. Pas de langue de bois, hein. On discute. Bonjour Jonas. Bonjour, ça va? Ça va. Vous allez voir que ça va fighter parce qu'on a Corinne Lepage avec nous. Corinne Lepage. Avocat. Non mais vous avez raison de venir ici, hein. Avocate, évidemment spécialisée dans le droit de l'environnement, évidemment ministre de l'Environnement dans les gouvernements d'Alain Juppé, députée européenne. Merci d'être avec nous, Corinne. Bonjour. Il marche ce micro, Corinne? On peut essayer? Oh, oui. Yes. Faut pas lui taper dessus, faut que je suis. Non, mais en général, c'est un bon test. Si ça fait du bruit, c'est que ça marche. Tiens, on sent la femme qui a l'habitude du fight. Hein. Et juste à côté de Corinne Lepage, on a Antoine Huard. Bonjour Antoine, dans le micro. Bonjour. Alors Antoine, je vais peut-être quand même vous donner 2 secondes la parole pour que vous nous expliquiez ce que vous faites, parce que vous êtes à la fois ici pour Verso Énergie, qui a été confondé il y a 3 ans, mais aussi pour un think tank, France Territoire Solaire. Vous nous dites un mot sur chacun? Oui, c'est certainement moins connu que mes 3 partenaires. En fait, voilà. Voilà. Alors, ok, je reprends. Antoine, vous êtes l'inconnu de la table ronde. Non, France Territoire Solaire, c'est un think tank que ceux qui sont dans la filière solaire connaissent bien, qui publie tous les trimestres l'Observatoire du marché de l'énergie solaire en France. Depuis, on en est à 49e édition, donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait ça. Voilà, j'ai le plaisir d'en être le président, mais c'est surtout un travail collectif avec quelques-uns de nos membres qui sont d'ailleurs dans la salle. Et puis Verso Énergie, c'est une société. Ils sont où? Levez la main, ceux qui sont dans la salle. Je ne sais pas s'ils oseront se dénoncer. Oh, il y en a qu'une, la courageuse, bravo. Bravo. Et Verso Énergie, c'est une société que j'ai cofondée il y a 3 ans, effectivement, pour produire de l'électricité, de l'hydrogène et des carburants de synthèse. Donc, et ça va? Ah, ça va très bien. D'accord. Vous avez dit de l'hydrogène? Oui. Ah, mais il faut venir sur ma table ronde sur l'hydrogène demain 14h. Ah, oui, pourquoi pas. Je manque de monde. Non, mais sérieux. Il faut que je vois si D'accord, vous regardez. On en reparle après. Ok. Merci beaucoup. Je donne la parole à Pierre Cazeneuve. Racontez-nous. Pierre Cazeneuve, donc je disais que vous étiez le rapporteur de la loi APER. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette... Qu'est-ce que vous avez essayé de faire, Pierre? On a essayé d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Ok, mais on va un petit peu rentrer dans le sujet maintenant. Non, vous m'avez demandé d'être pédagogue. Ah oui, alors soyons pédagogues, tout à fait. Donc, la loi APER, c'est un projet de loi qui a été porté par la ministre de la Transition énergétique de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, qui avait vocation, comme son nom l'indique, à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire français. J'ai eu la chance d'en être l'un des rapporteurs et elle a été promulguée donc, le 10 mars 2023, donc il y a un tout petit peu plus d'1 an. Et si je dois la résumer, parce que je ne vais pas prendre 1h45 pour vous faire les 110 articles de la loi, elle voulait... Le principe de base, c'est qu'on s'est dit il faut en France 15 ans pour un parc éolien offshore, 8 ans pour un parc éolien onshore, 5 ans... bonjour, je vois les copains du ministère, c'est pour ça. Et 5 ans pour un parc solaire. C'est 2 fois moins, c'est 2 fois plus que dans le reste de l'Europe. Comment on fait pour rattraper nos petits copains et ne pas être le seul pays de l'Union européenne à ne pas atteindre ses objectifs en termes d'énergie renouvelable? Oui, parce qu'on peut dire qu'on est très en retard. On est en retard et il faut accélérer le développement des énergies renouvelables. Comment on fait ça? On a pris, on va dire, 3 grands principes. Le premier, c'est tout ce qui est l'accélération des procédures. S'il y a des développeurs de projets d'énergie renouvelable, et je ne doute pas qu'il y en a dans la salle, ils savent que ça peut être très long et c'est pour ça que ça met autant de temps. Et donc on a tout un volet autour de la procédure administrative d'accélérer ces délais-là, accélérer à la fois les délais de traitement, à la fois relever un certain nombre de seuils qui nous permettent de ne pas forcément passer par un permis de construire ou une déclaration préalable ou une autorisation environnementale, accélérer les seuils de consultation, accélérer les délais entre la possibilité de recours, enfin voilà, tout ce travail-là également autour des recours, parce que s'il y a encore des développeurs d'énergie renouvelable, on sait que les recours prennent beaucoup de temps et qu'ils pèsent fortement sur le déploiement des énergies renouvelables. Ils sont bien sûr indispensables, c'est l'état de droit et on a tous le droit
de s'opposer à des projets, mais parfois, à la fois dans le délai de traitement par notre justice et à la fois dans les multiples recours qui peuvent avoir lieu, on a besoin de rationaliser ces derniers pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le volet 1, qui était le volet ultra technique, donc on y reviendra peut-être, mais qui était vraiment un volet très, 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 très technique sur l'accélération de la procédure et qui est le plus concret, je pense, notamment pour les producteurs d'énergie renouvelable, parce que c'est ça qui nous fait gagner du temps. Et c'est simple, hein, si on va 2 fois plus vite, on en fait 2 fois plus, à peu de choses près. Volet 2. Volet 2. Le volet 2, il a été ajouté par les parlementaires, il n'appartenait pas à la loi, entre guillemets, initialement, et sur le volet planification. Le volet planification, il visait à dire, on a des objectifs de déploiement des énergies renouvelables, on est un peu dans un monde où c'est le Far West, objectivement, sur le déploiement des ENR. Chacun va voir le petit maire d'une commune, lui dire, écoutez, moi je vous propose d'installer 5 éoliennes chez vous, ça va vous payer votre gymnase, vous allez avoir une rentabilité d'X milliers d'euros par an, allez-y. Et tout ça n'était pas coordonné. Le fait que ça ne soit pas coordonné entraîne plusieurs choses. De un, ça entraîne une inéquité territoriale. On a une surconcentration des ENR, de certains types d'ENR dans certains endroits. Et puis, ça entraîne aussi, évidemment, un certain nombre de frictions. Parce que planifier, ça permet aussi aux développeurs, ça permet aux différents acteurs liés aux énergies renouvelables de se dire, bah, écoutez, là, on a besoin de temps, on peut faire tant, et voici là où vous pouvez le faire. Et donc, il y a tout ce volet-là de la planification qui a pris beaucoup de temps, parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on a voulu faire en tant que politique, c'est mettre les maires au cœur de la décision avec les fameuses zones d'accélération, donc qui sont des zones définies par les communes où on a un certain nombre de dispositions qui fait que là, dans ces zones-là, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans votre procédure administrative pour mettre en place des ENR. Voilà. Et on part du principe qu'évidemment, si on a mis en place une zone d'accélération, ça veut dire que la commune est d'accord, ça veut dire qu'on a une certaine concertation qui s'est réalisée, et donc on va avoir moins de recours. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et on a aussi fait, et c'est un volet très important parce que j'y étais moi très attaché, c'est le volet 3, ça? C'est le volet 2 sur la planification, qui est la planification maritime. Je tiens à dire parce que c'est très important, et puis après, moi, je parlerai, moi, promis. Sur le volet maritime, on s'est dit, c'est des procédures qui sont très, très longues. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'appels d'offres qui sortent. Ils sont sur 1 ou 2 parcs à chaque fois. On a un objectif très clair qui a été annoncé par le président de la République, 40 gigawatts installés, 50 parcs éoliens d'ici 2050. Pour pouvoir y arriver, il faut qu'on définisse dès maintenant, avec tous les acteurs du littoral, les pêcheurs, les touristes, les acteurs du tourisme, les maires, les communes, les départements, on va définir l'ensemble des zones sur lesquelles on va pouvoir mettre du offshore. Dès maintenant, les 50 parcs, en gros. Et donc ça, c'est un travail aussi très ambitieux de planification, de cartographie de notre espace maritime. C'est pas du tout la même chose de faire de l'offshore en Méditerranée que de faire de l'offshore sur la côte bretonne, et c'est encore autre chose que de le faire dans la côte Atlantique Nord qu'Atlantique Sud. Donc on fait façade par façade, on a 4 façades, on a 4 documents stratégiques de façade dans lesquels on va intégrer ces zones. Ça, c'était extrêmement important. Et c'est en cours. Et il y a un troisième volet, je vais aller vite dessus, qui est plutôt ce qu'on a appelé, nous, libérer de l'espace disponible. Et donc, on se rend compte qu'en France, entre les délaissés roussiers, entre les délaissés aux abords des voies ferrées, nos parkings, voilà, tout un tas de nos zones de friche industrielle, on a tout un tas d'espaces disponibles sur lesquels on peut là aussi aller très très vite et qui, pour un certain nombre de contraintes administratives, là aussi parfois législatives, parfois réglementaires, ne pouvaient pas être parfaitement exploités. Et donc ça, on a libéré cet espace, libéré ce foncier pour, en grande partie pour le solaire, aller à fond sur la question. Voilà en gros les trois gros volets. Sur le solaire, il y a un autre volet qui est arrivé aussi, un peu dans ce volet de libéralisation, enfin de libérer des espaces pour mettre du PV, qui est le volet agrivoltaïsme, mais on en reviendra peut-être un peu plus tard. Ah oui, on va y revenir. Je sens que ça va être un bon moment. Merci beaucoup, c'était très clair et effectivement très pédagogique. Merci beaucoup Pierre Cazeneuve. Alors moi j'aimerais maintenant que vous réagissiez tous à cette loi. Je vais commencer avec Corinne Lepage pour savoir comment, de là d'où vous parlez, chacun et chacune, comment vous l'avez vécu, comment vous la considérez. C'est encore tout récent, c'est tout chaud. Hein. Et on sait qu'on a un gros retard à rattraper. Je commence avec vous Corinne Lepage parce que vous avez du recul sur tout
ces sujets-là. Vous avez été ministre de l'Environnement, bien évidemment. Comment vous l'avez vu arriver, cette loi? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est peut-être moins bien ou pas bien du tout? C'est vous qui choisissez vos termes. D'abord, merci pour l'invitation. Écoutez, sur ce sujet, il faut partir de quelques éléments qui me paraissent incontournables. En Europe, aujourd'hui, il y a au moins un pays qui est à 66% d'ENR dans son mix énergétique. Je ne dis pas électrique, j'ai dit énergétique. Vous en avez un paquet qui sont autour de 40%. Nous, on n'a même pas atteint en 2024 notre objectif de 2020. Bon, donc on a un problème. Et malgré le vote de la loi l'année dernière, je ne suis pas, comme beaucoup de gens qui sont dans cette salle, des gens qui posent les installations, mais enfin, j'en accompagne quelques-unes, je n'ai pas l'impression d'une accélération folle, alors même qu'il y a une demande de la part de nos concitoyens qui est énorme. Que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers qui ont tous compris qu'en devenant producteurs d'électricité, ils allaient payer moins cher leur facture d'électricité. Ce n'est pas un souci écolo, hein. C'est un souci économique, mais il est tout à fait légitime. Hein. Je ne le critique pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a une législation européenne qui est très ambitieuse sur l'énergie en général et le renouvelable en particulier. Alors, il y a un mot qui a été très utilisé récemment dans nos médias et par beaucoup de nos politiques, qui est la surtransposition. Ben, j'aurais tendance à dire qu'en matière d'énergie renouvelable, on est plutôt catégorie sous-transposition. C'est-à-dire que nous mettons d'abord un temps fou à transcrire les textes et on fait vraiment à minima de chez minima. Je vous donnerai par exemple un exemple, mais on pourrait en donner 150, sur l'autoconsommation collective, qui est quelque chose qui est tout à fait intéressant de développer, parce que c'est une manière de massifier le recours aux énergies renouvelables, qui est très important, et en plus, vous faites participer toute une série de gens, que ce soit les habitants, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les entreprises locales, donc c'est généralement des opérations qui sont très consensuelles. Bon. Il a fallu attendre 3 ou 4 ans pour avoir le décret d'application, qui est sorti il y a 2 mois, pour un texte qui est de 2018. Donc, voilà. Donc, cette loi APER était une loi qu'on attendait, effectivement, qui ne résout qu'une petite partie du problème et qui a créé un certain nombre de difficultés. Elle ne résout, à mon sens, qu'une petite partie du problème. Oui, c'est vrai que les procédures sont longues, monsieur le député, vous avez tout à fait raison, et les raccourcir n'est franchement pas une mauvaise idée. À ceci près que moins vous donnez la parole aux citoyens en amont et plus vous êtes enquiquiné en aval. C'est mathématique. Si vous n'avez pas une concertation correcte en amont, vous n'avez pas pris le temps de discuter avec les gens, vous allez avoir des recours, et les recours, ça coûte cher et c'est long. Vous allez me dire que je ne devrais pas dire ça vu mon métier, mais moi, je n'attaque pas d'énergie renouvelable, donc de le dire ne me gêne pas trop. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le seul problème. Deuxièmement, il y a un problème dont on ne parle jamais et qui pose énormément de questions, c'est les raccordements. Parce que c'est très bien d'aller vite pour monter un projet. Si vous ne pouvez pas raccorder votre projet, ça ne sert strictement à rien du tout. Et je vois des dossiers dans lesquels les gens attendent depuis 6 mois les devis de raccordement. Je ne dis même pas les travaux, je parle des devis de raccordement. Donc on a un problème de réseau qui est majeur et qui est très bloquant. On va en parler demain, parce que je fais la table ronde sur l'autoconsommation collective vendredi à 11h30, et on va en parler de ça, des raccordements. Bon. C'est un vrai sujet. Bon, autre sujet, la rentabilité des projets. On ne fait vraiment pas ce qu'il faut pour que les projets soient hyper rentables. Autant une autoconsommation individuelle, ça va très bien, il n'y a pas de turp. Une autoconsommation collective, très franchement, pour les monter et qu'elles soient rentables, c'est pas simple. Voilà. Donc, en réalité, derrière tout ça, il y a quoi? Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui s'opposent, mais il y a des gens qui aident les gens à s'opposer. J'en veux pour preuve un document que vous avez peut-être eu les uns et les autres, qui émane du CEREME. Tout le monde sait ce que c'est que le CEREME. Le CEREME, je vais vous dire ce que c'est. C'est une organisation qui défend de manière extrêmement active le nucléaire. Ce qui est tout à fait leur droit et c'est très légitime, on peut vouloir défendre le nucléaire. Sauf que là, ils ont fait un document de septembre 2023, et je tiens le document à la disposition de ceux qui le voudraient, pour expliquer aux maires tous les moyens qu'ils ont de s'opposer sur leur territoire à une énergie renouvelable, quelle qu'elle soit. Comment on bloque un projet, comment on met un veto, comment on refuse un permis de construire, etc., etc., etc.
C'est-à-dire qu'il y a une manière aussi d'organiser l'opposition, d'organiser la contestation qui est extrêmement fâcheuse. Donc, oui, on le développe, mais on le développe peu. Et on le développe peu parce que je ne pense pas qu'on veuille le développer beaucoup. Et je terminerai là-dessus. Pourquoi ? Vous savez sans doute que nous sommes en bisbille avec l'Union européenne parce que nous avons refusé de notifier à la Commission européenne, comme nous aurions dû le faire, c'était une obligation, l'objectif que nous nous donnions pour 2030 en matière d'énergie renouvelable. Vous savez que cet objectif est en moyenne pour l'Europe de 42,5% et il devrait être, selon la Commission, pour la France, de 44%. Bien. Nous sommes aujourd'hui à même pas 23%. Donc arriver de 23 à 44 entre 2024 et 2030, très franchement, c'est même pas les bouchées doubles qu'il va falloir mettre, c'est des bouchées quintuples. Bien. La France refuse de donner un chiffre. Et en réalité, la volonté du ministre, qui est aujourd'hui celui de l'énergie, c'est-à-dire le ministre des Finances, M. Le Maire a été très clairement expliqué. Il a expliqué qu'il fallait parler en décarboné et non pas en renouvelable. Donc, en fait, ce que la France voudrait, c'est que l'Europe change ses règles du jeu et transforme les obligations en termes de NR en obligations décarbonées. Sauf que les autres, pour le moment, ils ne veulent pas. Voilà. Donc, la règle du jeu, elle est ce qu'elle est. On a tout à fait le droit de faire du nucléaire. On peut même un peu se faire aider financièrement, mais ça ne se substitue pas aux énergies renouvelables. Et donc, comme il y a cette volonté politique, oui, on a besoin d'un peu de renouvelables, mais pas trop. C'est ça, en fait, le but du jeu. C'est-à-dire que dans l'esprit d'un certain nombre de gens, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, on va avoir besoin de renouvelables pendant une petite période, là. Petite période qui va faire quand même 2025-2040. Hein. Donc moi, je ne serai plus là pour voir le résultat des courses en 2040. Mais beaucoup d'entre vous, et heureusement, seront là pour le voir. Durant cette période-là, on va avoir du nucléaire historique qui va être de plus en plus vieux. Donc il produit, mais enfin on a réduit notre production de 22% quand même depuis 2005 chez nous, le nucléaire. Donc on va produire 300, 320, 330 TWh l'an, quelque chose comme ça. On a besoin de 440, 450. Donc on fait comment pour le reste ? Ou on le produit nous, ou on l'achète. Il n'y a pas 50 solutions. Donc si on l'achète, c'est de l'importation, ça coûte cher. Si on le produit nous, c'est du renouvelable. Donc effectivement, il faut du renouvelable. Et j'ouvre une parenthèse, dans tout ce que je suis en train de dire, je m'arrête parce que je suis trop longue. Reportez-vous au document qui est sorti il y a quelques jours, qui est le feuilleton, si j'ose dire, entre guillemets, de l'ADEME sur les scénarios 2050, où vous pourrez voir qu'il y a 4 scénarios. Il y en a 2 avec quasiment zéro nucléaire, pratiquement pas, c'est 90% de renouvelables. Le troisième, il est avec une solution alternative, qui pourrait aller jusqu'à 15% de nucléaire, et le plus nucléarisé, il est à 20%. C'est-à-dire que l'ADEME, elle dit, en 2050, c'est 80% de renouvelables. Donc, à quoi on joue, très franchement, à quoi on joue en bloquant le développement massif du renouvelable? On passe à côté de ce qu'est le développement majeur en termes industriels partout dans le monde, à commencer par la Chine et les États-Unis, car regardez ce qu'ils font, à commencer par la Chine et les États-Unis. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas seulement un problème d'aimer ou de ne pas aimer le renouvelable, c'est que c'est le moyen, et le meilleur moyen de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre, et ça marche. C'est une réindustrialisation absolument colossale et qui entraîne énormément de sujets derrière. Et ce que je crains, c'est que nous, l'Hexagone, on reste à côté, à l'écart de cette transformation, et ce serait quand même bien dommage. Merci beaucoup. Je vous laisserai répondre, mais je vais d'abord donner la parole à tout le monde. Hein. Antoine Huard, donc là on a bien compris la position de Corinne Lepage. Hein. Ce gouvernement n'a pas de vraie volonté politique, on est plus dans un effet de communication. Est-ce qu'on est en train de louper la grande résolution du 21e siècle, Antoine? Vous vous situez comment, vous, par rapport à ça? Oh, il y avait un peu de ça quand même. Je n'ai pas dit communication, non, j'ai dit que c'était petit.
Antoine, Non, elle est bien cette loi? Elle va jusqu'au bout? Je vais vous répondre là-dessus. Ouais. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Et votre question, c'était est-ce qu'on est en train de louper la grande révolution du XXIe siècle? Je crains que oui. Dans le monde aujourd'hui, plus de 90% des capacités installées, c'est du solaire et de l'éolien. Si vous posez la question dans la rue, je pense que peu de gens s'en rendent compte, quoi. C'est le gaz, le nucléaire, le charbon, tout ça, ça représente que 10% des capacités installées chaque année. Donc ça change très vite. Pour répondre sur la loi, je voulais livrer, on va dire, un retour un peu de terrain parce que, outre France Territoire Solaire, je suis développeur de projet, donc je suis confronté aujourd'hui tous les jours à la conséquence concrète de cette loi sur le... À laquelle vous avez participé parce que vous avez interrogé la filière. Oui, bien sûr. Là-dessus, donc vous avez dû... Non, bien sûr. On s'est exprimé, la filière s'est exprimée. Je pense que la filière a salué le projet initial. Le projet initial, c'est pour ça que je pense que je pense qu'il n'y a pas que le gouvernement dans cette affaire. Il y a un projet initial qui répondait, je pense, assez bien aux problématiques de la filière. Il faisait 24 articles. Et monsieur le député l'a dit, la loi aujourd'hui fait 110 articles. Donc il s'est passé quelque chose entre le projet initial il s'est passé quelque chose, et la mouture finale. Ils l'ont un peu alourdi, on va dire. Voilà, ce qui n'est pas une critique en soi, parce que c'est un sujet complexe. Donc il y a beaucoup d'articles, je ne critique pas ça. Mais simplement, les problématiques que nous on identifie sont essentiellement les problématiques qui sont intervenues dans ces ajouts d'articles. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une disposition du projet initial qui était la raison impérative d'intérêt public majeur. Donc en gros, ça veut dire que les projets renouvelables sont éligibles à cette raison impérative d'intérêt public majeur qui leur donne le droit d'aller plus vite dans l'obtention de dérogations sur la question des espèces protégées, etc. Ça, c'était dans le projet initial, ça a été maintenu. Ça, c'est une disposition que je pense on est nombreux à saluer comme étant une vraie avancée. Il y a la question des ombrières. Ça, c'était dans le projet initial. Effectivement, c'est quelque chose qui crée un vrai appel d'air sur le développement des ombrières. Je pense que tout le monde l'a constaté. Et Dieu sait qu'on en avait besoin. Mais sur des points qui ont été ajoutés, là, c'est un peu la catastrophe, si je peux le dire, et ça porte un coup d'arrêt à des développements, mais je vais vous le dire de manière très concrète en citant quelques exemples très, très précis. Donc commençons par les zones d'accélération des énergies renouvelables. Ça, effectivement, ce n'était pas dans le projet initial, c'était ajouté par les sénateurs. Donc tout ce que je dis là, il ne faut pas le voir comme une critique contre les parlementaires parce que c'est un travail difficile et c'est arrivé sans doute poussé par un certain nombre de cercles d'influence et je pense que Madame la Ministre l'a dit. Donc cette zone d'accélération des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'elle aboutit comme conséquence concrètement? Elle aboutit à dire on va prendre le temps de définir des zones. Donc le temps qu'on définisse ces zones, qu'est-ce qui se passe? C'est l'incertitude. Par exemple aujourd'hui, moi je peux vous citer des cas très concrets de projets où on est dans des endroits qui n'auront pas vocation à devenir une zone d'accélération des énergies renouvelables. Et donc les préfets, les élus disent désolé, on va refuser ce projet. Alors que ce n'était pas du tout l'esprit de la loi initiale. L'esprit de la loi initiale, c'était de dire on accélère dans les zones d'accélération et on continue comme avant dans les zones oui, il y a une bonne intention. Normales. Alors je le redis, l'intention initiale était très bonne. Et Dieu sait que la filière a appelé à accélérer les procédures. D'ailleurs, France Territoire Solaire a publié en 2020 un rapport qui s'appelle le parcours du combattant pour expliquer à quel point c'était un parcours du combattant de développer des projets renouvelables en France et pour lister un certain nombre de mesures qui allaient dans le bon sens. Donc ça fait longtemps que la filière appelle ça de ses voeux. Donc pour revenir aux zones d'accélération, donc on a cette réalité qu'aujourd'hui il peut y avoir un coup d'arrêt sur des projets qui ont le malheur de se trouver en dehors des zones d'accélération. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oui, elles n'existent pas encore, c'est vrai. Donc ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que vous avez des territoires où la zone, elle n'existe pas encore dans les faits, mais elle a commencé à être tracée sur une carte par les élus qui ont commencé à faire ce travail-là, puisque ce travail-là, il était à remettre pour le mois de décembre dernier. Alors c'est vrai que la plupart des collectivités sont en retard. C'est un autre problème. C'est qu'on leur demande de faire des choses qu'elles ne sont pas équipées pour faire. Résultat, tout ça prend du retard. Pendant que ce retard est pris, nous, on ne sait pas où aller. Les développeurs, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là? Alors, si on tape, on a le malheur de taper sur un endroit où c'est pas prévu d'être une zone d'accélération, on nous dit oula, ça va pas être le cas. Et si c'est dans un endroit où on sait pas trop, peut-être ça va être une zone, peut-être pas, on dit on lève le stylo en attendant que la zone soit définie. Je vais pas faire ici un exposé très détaillé de comment est définie la zone, mais vous êtes nombreux, je pense, à savoir que c'est un processus assez complexe qui va prendre probablement un peu de temps. Et moi, la plupart des cas sur lesquels je travaille, la zone ne sera pas officiellement définie avant mi-2025, selon les meilleures estimations. Donc ça, c'est pour les zones d'accélération. On a également un autre problème, c'est compte tenu de la complexité de ces zones d'accélération, un certain nombre d'acteurs territoriaux n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas leur mot à dire et ils le disent quand même. Donc je prends l'exemple du département. Vous avez les élus, c'est vrai, l'idée c'était que les communes prennent la main. Et on parle de la Normandie juste après. Ah non, mais là, c'est pas du tout la Normandie que je visais. Non, je vise un cas très concret en région Centre-Val de Loire, où un département, que je ne nommerai pas, a cru bon de dire non, on ne veut pas de zone d'accélération à cet endroit. Et donc quel département?
département? Non, mais on est entre nous, là. Okay. Et je le dirai à ceux qui voudront à la fin. Et donc, la conséquence de ça, c'est que le maire, pour des raisons un peu de politique locale, il dit, moi, je ne peux pas m'opposer à ce que dit le département, et donc, je voulais vous mettre votre projet en zone d'accélération, je ne le ferai pas, je ne veux pas aller au fin. Donc ça, c'est des équilibres locaux que la loi vient un peu bouleverser. Des arbitrages. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est que les bonnes intentions peuvent se traduire par des conséquences, des effets imprévus et délétères, et qui ne sont pas l'effet initial recherché. Deux autres exemples très rapides, et après j'en dirai pas plus parce que je pense que les exemples seraient trop nombreux. Mais il y a le cas du document cadre. Alors là, c'est très spécifique. Je vais essayer de l'expliquer un peu rapidement. Il est prévu dans la loi qu'on puisse faire de l'agrivoltaïsme. Mais il est prévu aussi qu'on puisse faire des projets solaires sur des terrains sans que ce soit de l'agrivoltaïsme, sur des terrains agricoles sans que ce soit de l'agrivoltaïsme, à condition que ce soit des terrains cultes depuis plus de 10 ans, et qu'elles aient été inscrites dans un document cadre qui est prévu par la préfecture, etc. Eh bien, dans son engouement, le Parlement a voulu vraiment baquer cette mesure en faisant un certain nombre d'amendements, et l'un des amendements de M. Eric Botorel, qui a donné lieu à l'article L111-29, vous pouvez aller vérifier, c'est marqué noir sur blanc, dit « Aucun ouvrage de production d'électricité à partir d'énergie solaire hors installation agrivoltaïque ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans le document cadre ». L'ambition initiale de cette phrase, et ce qui est dans l'exposé des motifs, c'était de dire on ne veut pas de projet sur des terres agricoles en dehors de celle du document cadre. Mais tel que c'est rédigé, ça devient aucun projet solaire sur des terres qui ne sont pas sur le document cadre. Résultat, l'administration, pour pouvoir rattraper le coup, parce que ça c'est un moratoire sur le développement d'énergie solaire en France, l'administration a dû, dans son décret sur la mise en place des documents cadres, expliquer que tous les terrains type friches, DDC, etc., sur lesquels on veut développer du photovoltaïque, étaient inscrits d'office dans le document cadre. Sauf que le document cadre, il a besoin de l'avis de la Chambre d'agriculture, et que la Chambre d'agriculture, elle ne se presse pas à donner son avis sur un document qui parle des friches, des DDC, etc. Donc on est dans un blocage, mais majeur, et on ne voit pas comment on va pouvoir en sortir de ce truc-là. Moi, je ne vois pas, à part aller voir gentiment la Chambre d'agriculture en leur disant « s'il vous plaît, donnez votre avis », je ne vois pas. Ensuite, le dernier exemple, voilà, je passe rapidement, c'est les comités de projet. Donc, ce que cette loi instaure, c'est l'idée que si vous n'êtes pas en zone d'accélération, vous devez passer par des comités de projet pour faire avancer votre projet. Ça, c'est très bien, certainement qu'il faut de la concertation locale. Mais je pense que ça pose un problème plus profond de confiance réciproque entre les pouvoirs publics et les développeurs de projets. Parce que, honnêtement, qui ici, qui fait du développement de projet, n'a pas déjà spontanément compris qu'il fallait faire de la concertation locale avant de développer un projet? C'est une réalité. Aujourd'hui, les gens qui développent des projets sans aller voir un élu avant de déposer un permis de construire, leur projet n'arrive pas au bout, donc ils finissent par tout simplement ne pas réussir à concrétiser leur projet, donc ils finissent par changer de méthode, quoi, évidemment. Donc la question que ça pose, c'est quand même de se dire, est-ce que les rendez-vous qu'on fait aujourd'hui avec des élus, alors même qu'aujourd'hui, la zone d'accélération n'est pas rentrée en vigueur. Donc imaginons qu'on est sur un terrain qui va être amené demain à ne pas être en zone d'accélération, est-ce que les réunions de concertation que je fais en ce moment avec des élus, avec le préfet, avec la DDT, etc., seront comptées comme des réunions valent en comité de projet le jour où la zone d'accélération sera entrée en place, ou est-ce que je devrais tout recommencer à zéro? Et ça, c'est une question à laquelle on n'est pas en mesure de répondre aujourd'hui, et ça pose un certain nombre de problèmes. Voilà, donc c'est 3 exemples que j'ai voulu partager, qui ne sont en rien une critique sur l'intention de départ, mais plutôt un appel à essayer de, puisqu'il en est encore temps, corriger ces effets dans un prochain texte ou dans je ne sais quelle autre mesure qui permettrait de repartir sur le bon rail, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi, comme monsieur le député l'a dit, c'est d'accélérer les renouvelables. Et comme madame la ministre l'a dit, c'est de rattraper notre retard, etc. Donc comme on est tous d'accord, c'est quand même dommage qu'on n'y arrive pas juste pour des problèmes qui sont des problèmes purement techniques, quoi. Voilà. Alors, on va aller sur le terrain en Normandie. Après, je vous redonne la parole, député Pierre Cazeneuve. Jonas Haddad, je rappelle que vous êtes conseiller régional de Normandie. Hervé Morin s'exprime beaucoup. Il a dit notamment qu'il craignait des conséquences dramatiques pour l'économie agricole, l'attractivité économique et touristique de la Normandie et plus largement de la France. Et il a rajouté, il martèle, quand on est une grande région comme la Normandie, il faut d'abord expérimenter et être sûr que le potentiel agricole et la biodiversité seront préservés avant d'accepter des projets lucratifs par centaines. J'engagerai systématiquement un recours contre tous les projets tant que nous n'aurons pas examiné les conditions d'expérimentation. Expliquez-nous ce qui se passe en Normandie. D'abord, merci pour l'invitation. Je vais juste dézoomer un petit instant. On dézoome un petit peu la Normandie. Voilà, et puis après, je descendrai en Normandie pour voir
pourquoi il y a ça. Deuxièmement, d'où je parle, comme diraient les marxistes, je suis évidemment conseiller régional en Normandie, mais je suis aussi le dirigeant d'un think tank qui s'appelle la Fondation Concorde, qui a beaucoup planché là-dessus. Et l'idée, c'est de dire qu'on peut avoir à la fois une vision qui est très locale et une vision qui est très nationale. Sur la loi APER, pour que tout le monde voit bien où je veux en venir. Pour moi, dit, monsieur le député, il y a l'idée de savoir comment ça peut être une loi d'accélération. Mais si je reprends les termes de Barack Obama hier, il faut aussi que ce soit une loi d'acceptation politique. APER, acceptation politique des énergies renouvelables. Parce que ces derniers temps, ce que nous, en tant qu'élus locaux et en tant que dirigeants de think tank, on doit concilier, c'est des défis qui sont contradictoires. On parlait à l'instant de l'attitude des chambres d'agriculture et des agriculteurs. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait une petite crise agricole ces derniers temps. On parlait régulièrement des défis de la désindustrialisation. Il ne vous a pas échappé que pour réindustrialiser le pays, il fallait qu'on ait une énergie peu chère et décarbonée, puisque c'est notre atout majeur de compétitivité, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc, en fait, notre job en tant qu'élu, parce que, pardon, excusez-moi, mais tout à l'heure, vous disiez le département et les communes ne veulent pas. Ben oui, mais les gens sont élus. C'est la démocratie. Donc, ils ont le droit également d'exprimer un avis. Et donc, nous, en fait, notre job en tant qu'élus, mais en tant que, si on essaye de penser un certain nombre de filières, c'est de concilier ces défis et même parfois ces retards, parce qu'on parle de retard, et les retards en matière d'industrialisation, ils sont forts. Les retards en matière d'indépendance énergétique sont forts aussi. Il y a aussi des circonstances particulières. Monsieur le député, vous avez eu, et vous l'avez bien fait, puisqu'il y a une large majorité sur le texte, vous avez passé un texte, et c'était le 10 mars 2023. Le 10 mars 2023, le même jour, on a la réforme des retraites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la même journée, lorsqu'on est parlementaire, on doit concilier à la fois des enjeux qui vont durer pour un certain temps, et puis l'immédiateté du combat politique sur la réforme des retraites, puisque vous savez bien que la réforme des retraites, celle-ci ne sera pas la définitive, on aura d'autres réformes des retraites. Et donc, en fait, on est dans des moments dans lesquels on doit concilier des intérêts qui sont contradictoires. Et dans ce cas-là, si on prend des options qui, à mon avis, sont trop péremptoires vis-à-vis des gens, l'acceptation politique se perd. On parlait tout à l'heure des pays qui sont plus en avance que nous. C'est vrai. Mais regardez ce qui se passe en Allemagne depuis quelque temps. On a essayé, j'allais dire, à marche forcée d'interdire les chaudières à gaz. Regardez ce qui se passe, vous verrez sur Internet. Il y a un gouvernement qui a failli tomber à cause de l'interdiction des chaudières à gaz. C'est-à-dire qu'en gros, ces enjeux énergétiques-là, aujourd'hui, prennent un tournant politique qu'ils n'avaient pas avant. Souvenez-vous quand même que l'année dernière, on se posait la question de savoir si on aurait de la lumière dans nos maisons. Donc ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère aujourd'hui. Et ça devient tellement important politiquement, c'est qu'on doit concilier des intérêts qui sont contradictoires. Je vous dis ça parce qu'il y a un risque d'effet boomerang. Tout à l'heure, Madame la Ministre, vous m'autorisez mais je vous en prie, on est là pour débattre. De dire une seule petite chose, c'est qu'on se posait la question de savoir, mais comment, après avoir vu la conférence d'Obama, le peuple américain a pu élire Donald Trump? Mais c'est vrai, c'est parce que c'est les mêmes. Hein. Il y a une majorité d'Américains qui a élu d'un côté puis de l'autre. Et moi, je pense qu'en fait, c'est parce que les Américains sont des monsieur plus ou des mesdames plus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une société de balancier. C'est-à-dire que si on va trop loin à un moment dans un certain nombre de réformes qu'on demande aux gens, eh bien, par réaction, ils se braquent. Et ça s'appelle un backlash. Un backlash, et c'est ce que dit Obama hier. Il dit, peut-être qu'on aurait dû être moins sur des objectifs qui sont trop ambitieux et se concentrer sur l'exécution et la capacité de le faire. Et je le dis notamment moins sur le solaire que sur la question de l'éolienne. Si on essaye de trop faire des choses à marche forcée, eh bien malheureusement, le corps social se braque. On parlait tout à l'heure de ce qui peut arriver quand on est élu régional. J'ai fait les vœux, comme vous certainement, monsieur le député, cette année, en janvier, et puis je vais dans des manifestations, les gens nous parlent. Il n'y a pas une seule commune dans laquelle je suis allé, dans laquelle les gens ne vous disent pas « on ne veut pas d'éoliennes ». Alors rassurez-vous pour ceux qui sont dans le secteur solaire, le solaire a vraiment meilleure presse. Je vous le dis. Il y a beaucoup d'avenir dans ce secteur. Antoine, il fait. Vraiment. Mais le solaire a meilleure presse à partir du moment où on le dit, et je pourrais développer là-dessus, qu'on ne va pas le mettre dans des endroits dans lesquels on peut faire de l'agriculture, puisque, excusez-moi, mais c'est comme ce qu'on veut mettre en avant, c'est de dire qu'aujourd'hui, on veut produire, on veut manger français. Et c'est ce que disent tous les gouvernements et tous les partis politiques quasiment. Donc si on veut pouvoir produire et manger français, jusqu'à preuve du contraire, l'objectif n'est pas d'installer des panneaux dans des champs. Et là, on en arrive au bocage normand. Et là, on en arrive au bocage normand. Voilà.
Et je peux développer, et je pourrais développer par rapport à ça, mais c'est-à-dire que si vous voulez, quand un certain nombre d'instituts indépendants vous expliquent que des terrains dans lesquels vous installez des panneaux vont avoir 3 fois moins de rendement, et qu'on est à côté, notamment, je pense à Danone, qui est à Ferrières-en-Bray, d'un endroit dans lequel il n'y a que des gens qui produisent avec des éleveurs pour le lait. Bah, quand vous dites à un éleveur, écoute, tu vas prendre 6 000 € par mois en mettant des panneaux, versus tu vas élever des vaches, mais qu'est-ce qu'il va faire, l'éleveur? Et qui va produire le lait demain? Et donnez-moi un seul exemple au monde dans lequel il y a de la production alimentaire qui est éloignée d'une usine. Ça n'existe pas. Il faut que la production soit à côté de l'usine. Voilà. Et donc, en fait, si on ne fait pas attention, moi je pense, à un certain nombre de sujets d'acceptation politique des énergies renouvelables, on n'y arrivera pas. Mais en revanche, là où je partage ce constat que tout le monde partage, c'est la nécessité de diversifier notre mix. Et c'est la nécessité, et j'en terminerai par là parce que je pourrais développer encore pendant plein de temps, d'avoir des formes de boussole qui sont très claires. Là où vous avez dit tout à l'heure que c'était uniquement sur de la communication, je ne parlerai pas de communication. Je parlerai de convictions successives. Parce que le 9 mars 2023, lorsqu'il y a la loi APER qui arrive, tout le gouvernement est à fond et à juste titre derrière cette loi. Très bien. Mais on dit qu'il faut des décrets qui vont passer certainement en juillet, dans lesquels on donnera des objectifs chiffrés. Et là, en janvier 2024, arrive une loi qui s'appelle la souveraineté énergétique, et une loi qui a totalement un esprit différent, pardonnez-moi de le dire, mais même contradictoire. Et en fait, vous êtes des acteurs économiques. Et qu'est-ce qu'il y a de pire pour des acteurs économiques que l'imprévisibilité? Le rôle du politique, c'est aussi de fixer un cap qui soit clair. Et quand j'entendais Obama dire hier, il vaut mieux avoir un cap clair, mais avec des objectifs qui soient réalistes et ambitieux, c'est vers ça, je pense, qu'il faut tendre. C'est-à-dire, en gros, pas braquer le corps social, avoir des objectifs qui soient clairs et réalisables, et surtout ne pas changer régulièrement. Parce que, et pardonnez-moi, et je mets les pieds dans le plat là-dessus, en la matière, le en même temps n'est pas permis. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, vous m'impressionnez, Pierre Cazeneuve, vous n'avez rien noté. Donc, on pense que ces arguments-là, vous les avez déjà entendus et vous êtes prêt à répondre à tout ce que vous avez entendu. Pierre, c'est à vous. Pardon, ça peut paraître mal poli, mais c'est une manière pour moi de me concentrer. Il n'y a aucun souci. Je vous rassure, je fais Ce n'est pas une critique, c'est juste que je dis dit. que je suis impressionné. J'ai bonne mémoire. Non, mais ce qui est rigolo, Ah bah si vous trouvez ça rigolo, c'est génial. non, c'est que dans cette table ronde, on voit bien toute la complexité de faire la loi. Si je Ben peux me oui. permettre. Parce que vous avez un producteur d'énergie renouvelable qui vous dit eh, les gars, on y va à fond, on comprend pas, il y a encore des verrous, les départements, quand même, ils sont un peu relous, les zones d'accélération, elles sortent pas, et par ailleurs, il faut, voilà, on nous bloque notre boulot. De l'autre côté, vous avez un élu local, avec beaucoup de sincérité, et avec raison, qui vous dit attention les cocos, en fait, dans la vraie vie, les gens, ils veulent pas d'éoliennes. Si vous allez trop vite, ben, en fait, vous allez les braquer, et donc vos projets vont encore m'en sortir. Et donc, en fait, c'est aussi une loi d'acceptation et d'acceptabilité. Et vous avez une ancienne ministre qui, avec synthèse, vous dit quand même, les petits jeunes, bougez-vous le cul, vous êtes à la bourre. Bon. Voilà. Et je package ça, parce que ça a été redit aussi. On passe de 26 à 110 articles, et ben j'ai envie de vous dire, bienvenue en majorité relative, et avec toutes ses conséquences. Parce que c'est ça, hein. C'est 80 articles pris pour faire un consensus, et parfois s'éloigner de l'objectif initial. Mais c'est très bien, hein, c'est le parlementarisme, c'est la démocratie, on est des gens différents, et peut-être que de devoir travailler avec les socialistes à l'Assemblée nationale, ils nous ont beaucoup challengés sur notamment l'agrivoltaïsme, sur notamment la préservation de la souveraineté agricole, et que de bosser avec les LR du Sénat nous a permis d'être plus en considération sur les élus locaux, sur le maillage territorial, etc. Et donc, oui, ça pose un certain nombre de problèmes et de complexités, mais à la fois, c'est aussi ce qui fait la richesse de l'Europe. Je vais répondre un peu plus précisément à plusieurs points. Pourquoi on a quand même réussi à faire la synthèse de tout ça? Premièrement, je reprends un petit peu de recul par rapport au macro. Sur les scénarios ADEME, attention, hein, ce sont des prévisions parfaitement hypothétiques, derrière laquelle il n'y a pas d'appréciation de faisabilité. Enfin, justement, s'il y en a, et donc ce ne sont pas 4 scénarios qui ont le même niveau de probabilité d'arriver. Ni la même facilité, ni les mêmes conséquences économiques, ni les mêmes conséquences financières. On n'a pas le choix en France, en fait. C'est extrêmement simple. On va avoir un mur énergétique qu'on va prendre en plein dans la figure, à la fois parce que notre parc nucléaire existant arrive à
entre guillemets, à échéance. Deuxièmement, parce que ça ne vous aura pas échappé, mais on est en train d'électrifier massivement nos usages parce qu'on veut sortir d'un monde ou d'un pays où l'énergie qu'on consomme est la 2/3 est importée et fossile. Fossile parce que c'est du gaz et du pétrole, importé parce que ça vient de grandes démocraties comme la Russie, le Qatar, tout ce que vous voulez. À un monde, on va devoir produire ça de manière et souveraine et décarbonée. Et donc, il n'y a pas de en même temps sur le sujet, mais je trouve qu'il y a un sujet où il y a du en même temps, c'est l'énergie, parce que de manière évidente, il faut et du nucléaire et des énergies renouvelables, parce que de toute façon, il n'y a aucune autre alternative. Et donc, moi, je plaide pour les deux, dans la lignée du président de la République et de son discours de Belfort, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et les scénarios RTE sont pour ça assez crédibles sur cette capacité-là. Et donc, encore une fois, le défi aujourd'hui, on a un gros gâteau, on va devoir diminuer avec de l'efficacité et de la sobriété la consommation globale d'énergie qu'on va devoir qu'on va consommer en France. On va devoir réduire d'1/3, en gros, l'énergie qu'on consomme. Ensuite, sur cette énergie qu'on consomme, qui est un mix entre du fossile et du décarboné, on va devoir massivement électrifier, parce que ça, on sait bien faire. 1, parce qu'on a du nuc. 2, parce qu'on est capable de développer des ENR électriques, éolien offshore, éolien onshore, PV, pour ne citer que. Et troisièmement, on va devoir accélérer sur tout ce qu'il y a d'autre, comme énergie renouvelable, géothermie, PV, panneaux photovoltaïques, mais chaleur, et j'en passe. Et la méta, bien évidemment, tous les sujets liés à la biomasse. Donc ça, c'est le cap, et je pense que c'est important que je le redonne, en tout cas c'est le cap du gouvernement, et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu accélérer. Bon. Je reprends sur l'agrivoltaïsme, parce que c'est un sujet très intéressant. Moi, je comprends vos préoccupations, et je pense que le mois et demi de crise agricole qu'on vient d'avoir devrait nous inciter toutes et tous à beaucoup de modestie sur qu'est-ce qu'on peut ou pas faire dans une exploitation agricole. Et je suis tout à fait d'accord avec vos propos. Et c'est justement pour ça qu'on a mis un certain nombre de garde-fous. Alors, il y a une petite merde, vous avez tout à fait raison, sur le document cadre, parce qu'effectivement, bah oui, on a dit, même, on ne peut faire du PV au sol que sur des terres qui ne sont plus agricoles depuis 10 ans consécutifs et avec l'aval de la Chambre d'agriculture. Donc c'est ceinture, bretelle. Et un certain nombre d'acteurs locaux, évidemment. Donc on est ceinture et bretelle. C'est-à-dire qu'on met du PV au sol, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit plus du terrain agricole, parce que justement, on veut éviter qu'un producteur de maïs aujourd'hui se dise putain, c'est quand même plus rapide et c'est moins chiant et beaucoup plus rentable de foutre du PV que de foutre du maïs. Premier point. Deuxième point, on a dit sur l'agrivoltaïsme, ça ne peut exister. On ne peut faire de l'agrivoltaïsme que si le panneau solaire a une utilité dans l'exploitation agricole. Je ne vous parle pas des hangars, ça on considère que par définition c'est neutre, mais quand on dit une utilité, c'est je vais mettre une ombrière pour mes vaches sur l'élevage, je vais avoir de la protection sur mes vignes avec des panneaux inclinables pour permettre d'avoir de la protection des intempéries, je vais avoir du panneau solaire parce que c'est sur des zones d'élevage où il y a un petit peu plus d'intérêt d'avoir de l'ombre à tel endroit. Bon, en gros, tout ça est extrêmement encadré, peut-être parfois trop, mais moi, c'est ça qui nous a guidés, c'est de dire le sujet aujourd'hui, c'est l'acceptabilité. Il y a une volonté politique très très forte d'y aller, mais à un moment donné, si les gens ne veulent pas, si les gens ont peur, si les gens se braquent, si les gens font des recours, on n'y arrivera pas. Et donc oui, ça va prendre un petit peu de temps, les zones d'accélération, parce qu'en fait, on a demandé à 36 000 maires qui n'ont pas forcément tout le temps l'ingénierie, et ça met un petit peu de temps de dessiner des zones d'accélération, parce qu'on a dit que c'est eux qui allaient décider, parce qu'à la fin, c'est eux qui se prennent les baffes de leurs administrés quand ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'on a dit en fait on va mettre X milliers, X dizaines de représentants de chambres d'agri, etc. pour définir et valider chaque projet d'agrivoltaïsme, parce qu'on est persuadé, et je vous le dis en toute sincérité, on est persuadé que si la population a confiance dans les énergies renouvelables, si ce qu'on développe en termes d'énergie renouvelable c'est planifié, c'est consulté, c'est accepté et c'est voulu, alors là on va pouvoir véritablement accélérer. Voilà, j'ai essayé de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, qui sont des critiques très justes. On n'est pas allé au max de ce qu'on pouvait faire pour accélérer et pour tout casser. On n'est pas allé au max de ce qu'on pouvait faire pour mettre un nombre d'échelons de validation et pour que tous les élus puissent avoir leur mot à dire. On a essayé de trouver un juste équilibre entre ces deux objectifs pour avoir une loi AAPER, c'est-à-dire accélération et acceptabilité de la production d'énergie renouvelable. Il est bon. Alors, je vais vous donner, oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Je vais vous donner à chacun et chacune un droit de réponse sur un sujet, puis après, on va passer au public pour qu'il puisse poser ses questions. Qui veut démarrer? Je vois que Jonas s'est emparé du micro. Non, dans le sens, bien sûr. Non. On déroule, après Corinne Lapage et après Antoine Duhard. Très bien. Juste pour réagir à la déclaration que vous avez évoquée d'Hervé Morin.
On a pris cette position dans un contexte qui est hyper simple. Je vous raconte l'histoire parce que je pense que ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec ce que certains d'autres font. C'est bien, vous savez, c'est comme aux États-Unis, il y a beaucoup de storytelling, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Un jour, une société à capitaux libanais appelle un maire d'une des plus petites communes de Normandie. Ça a dû lui faire bizarre. Ouais. Il appelle, lui explique, voilà, écoutez, de toute façon, maintenant, il y a quelqu'un à l'intérieur de votre commune, je crois qu'il y a 100 personnes dans la commune. Bon, il y a quelqu'un dans votre commune, c'est l'étendue la plus large de la commune, c'est un agriculteur, il veut installer des panneaux photovoltaïques. Écoutez, de toute façon, on vous appelle, mais bon, de toute façon, on ira jusqu'au bout parce que vous êtes un petit maire. Vous êtes un petit maire d'un petit bled. De toute façon, l'État impose cela. Et puis, si vous n'acceptez pas, c'est le discours. Si vous n'acceptez pas, on ira voir le préfet. Et puis, de toute façon, on passera. Mais on vous appelle quand même parce qu'on est quand même assez sympathique. Le maire nous appelle et nous dit, écoutez, on m'a expliqué que ce serait comme ça. Comment ça se passe? Donc, nous, on lui dit, non, ça ne marche pas exactement comme ça. Qui est cette société? Comment ça fonctionne, etc. Dans cette ville... et pardonnez-moi de faire de la politique, mais c'est quand même important d'en faire un petit peu. C'est une des villes qui vote le plus Rassemblement national. D'accord ? Cette ville-là, si on lui impose encore le fait de dire que l'État impose une obligation très claire dans ces sujets-là, les gens se sont braqués. Et on a lancé une petite conférence de presse, justement pour annoncer notre position sur l'agrivoltaïsme. Non seulement 95% de la communauté là, pour dire qu'ils soutenaient le fait d'interdire l'agrivoltaïsme, et l'intégralité des communes qui étaient autour se sont mobilisées par rapport à ça. Donc si on veut continuer à faire en sorte que les gens se disent « mais en fait, encore une fois, on veut nous plaquer des choses sur la tête qui ne correspondent pas absolument à ce que nous voulons, et qu'on veut braquer le corps social », je pense qu'on s'y prendrait de cette façon-là. Et c'est pour ça que quand nous, on a cette position, c'est de dire « choisissons les formes qui nous semblent les plus pertinentes », et ça ne nous semblait pas être la forme la plus pertinente. Maintenant, j'allais dire, c'est comme dans toutes les innovations, il va y avoir des sujets qui sont bons ou pas bons. Vous parlez de la Normandie. Nous-mêmes, on s'est opposé, par exemple, à l'éolien terrestre. Mais sur l'éolien offshore, on trouve que ça a du sens parce que c'est vrai qu'on a peut-être moins de vent que dans les Pays-Bas, mais en revanche, on a une façade maritime qui est plus développée que l'Allemagne. Vous voyez, il y a aussi des logiques territoriales qui ne sont pas les mêmes en Espagne, au Portugal, sur le solaire, que ce qu'on peut avoir en France, même si, nous, encore une fois, notre mesure, c'est la technologie, et j'allais dire même quasiment la neutralité technologique. Enfin, j'en terminerai par là, avec une thématique que j'ai entendue beaucoup ces derniers temps, et moi, j'aimerais, j'allais dire, un peu crever l'abcès là-dessus. Ces derniers temps, dans un certain nombre de débats, avec... Ouais. Mettre la main ici. La main là. Voilà. Dans un certain nombre de débats, on m'entend bien. C'est merveilleux, Jonas. Voilà. Notamment dans les émissions de France 5. J'entends beaucoup de gens qui sont convoqués et qui expliquent que c'est gravissime de remettre en cause un certain nombre de prises de position, que ce soit de la part d'élus locaux ou de la part de think tanks, parce qu'on serait techno-solutionniste. Vous connaissez ce mot-là? C'est une façon d'accuser les gens lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas accélérer la transition écologique, de dire « Ah, mais vous, de toute façon, vous êtes techno-solutionniste parce que vous croyez en la technologie pour sortir de la crise énergétique qu'on est en train de... » Mais alors attendez, moi je vais vous dire une chose, que ce soit en Normandie ou pour le reste de la France, je me revendique pleinement techno-solutionniste. On n'est pas là pour se jeter des anathèmes les uns avec les autres. On est là pour trouver des solutions. Et vous êtes les acteurs de ces solutions-là. Je dis juste que pour pouvoir trouver ces solutions, il faut que le corps social soit embarqué. Et on est en train de réussir à trouver cette synthèse-là. Donc il faut être fier d'être techno-solutionniste et pas d'être des techno-déprimés ou des éco-anxieux. Ce n'est pas du tout la vision, je pense, qu'il faut développer pour embarquer les gens dans une nouvelle vision de l'énergie. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Sur quoi vous voulez réagir, vous? 3 petites choses. D'abord, la consommation électrique, elle baisse. Elle n'augmente pas. Il y a des changements d'usage, mais la consommation baisse. En Europe, elle a baissé de 3,4% en 2023 par rapport à 2022 et de 6,4% en 2023 par rapport à 2021. Alors oui, elle va probablement... c'est les chiffres d'Amber, je vous dis mes sources. Il est possible que d'ici 2030, ça augmente, mais pas dans des proportions énormes, malgré
les changements d'usage. Ça, c'est un premier point et c'est important. Deuxième point, sur les zones d'accélération. Quand je disais tout à l'heure surtransposition, sous-transposition, vous avez un texte européen qui s'appelle RED 3, qui concerne les énergies renouvelables, qui vous explique ce que c'est qu'une zone d'accélération et qui vous explique qu'on peut évidemment faire des énergies renouvelables dans les zones qui ne sont pas des zones d'accélération, que simplement les études d'impact, les autorisations diverses et variées, comme elles n'ont pas fait précédemment l'objet d'une analyse de fond, eh ben elles vont faire l'objet d'une analyse de fond au moment du dépôt du dossier particulier. Donc c'est beaucoup plus long. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est incompatible complètement incompatible avec le droit communautaire. Bon, je prends cet exemple-là, mais sur beaucoup d'autres sujets, je pourrais vous dire qu'on a des règles chez nous qui sont très franchement très limites avec le droit communautaire. Un petit point sur l'agrivoltaïsme. Moi, je pense que l'équilibre du décret est un bon équilibre. Qu'effectivement, d'expliquer qu'on ne va pas faire de l'agrivoltaïsme n'importe où et n'importe comment, ça me paraît tout à fait normal. Mais ce qu'il faut, je pense, c'est bien expliquer aux gens que l'agrivoltaïsme, ça a un avantage pour l'agriculture. Que lorsque vous mettez des toits solaires qui, aujourd'hui, sont très modernes, sont très pivotants, qu'on peut vraiment adapter en fonction des saisons. Si au printemps, vous avez besoin de soleil, vous mettez vos panneaux tout droit, ensuite, vous les mettez à plat. S'il y a un risque de grêle, vous les mettez à plat, etc. Vous arrivez à créer des microclimats de 2 degrés, en plus ou en moins. C'est-à-dire que ça peut vous empêcher une culture de gelée, et ça peut vous empêcher une culture de dépérir complètement l'été s'il fait très chaud. Donc ça a vraiment un intérêt agricole, au-delà du fait que ça apporte des revenus supplémentaires aux agriculteurs, ce qui franchement n'est pas forcément une mauvaise idée. Excusez-moi, avec votre respect, c'est pas du tout la position des chambres d'agriculture au niveau national. Bah, écoutez, je pense qu'ils connaissent un petit peu mieux que nous l'agriculture. C'est possible, mais vous me répondrez. Moi, je ne suis pas spécialiste de cela. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, que je suis beaucoup, je lis beaucoup sur ces sujets-là. Voilà, qu'il y ait une réticence parce que les chambres d'agriculture et la FNSEA sont en train de négocier pour avoir des baux ruraux qui vont se faire de manière différente. Et donc, ils ne sont pas en train de presser le mouvement parce qu'ils veulent se garder le système. Je le comprends tout à fait, c'est légitime. Mais très franchement, je pourrais vous donner toute une série d'études que j'ai lues sur ce sujet. Je crois que c'est exact. Voilà. Et le dernier point sur le technosolutionnisme. Il y a ici un salon, il y a énormément de technologies très intéressantes, effectivement, qui nous apportent des solutions. Mais je crois que quand il y a une critique du technosolutionnisme, et c'est plutôt sur des solutions qui s'apparentent à la géo-ingénierie, qui là est une toute autre question. Parce que quand on défend la géo-ingénierie, c'est-à-dire le fait d'aller balader dans le ciel je ne sais quel produit qui va permettre de faire que des nuages vont se monter ou pas se monter, que tel produit va augmenter ou pas augmenter, très franchement, c'est sympa d'être cobaye, mais je pense que ça a des limites quand même. Et que donc, les gens qui imaginent qu'on va résoudre le problème du changement climatique en ayant des solutions de cet ordre-là, y compris des gens comme Musk, réfléchissent sur des trucs comme ça, très franchement, moi je suis âgée, à la limite je pourrais dire ça ne me concerne pas, mais justement ça me concerne. J'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai envie qu'ils vivent tranquillement. J'ai calculé en 2040, vous serez toujours là, Corinne. Bon, j'ai calculé ça. j'ai envie qu'ils vivent dans des conditions correctes. Donc la technologie, oui, la géo-ingénierie, non. Voilà. Je voulais bien préciser ce point parce que ça me paraît important. Alors Antoine, avant qu'on passe aux questions du public. Très brièvement, parce que je pense qu'il y aura plein de questions dans la salle et je ne Oui. vais vraiment pas prendre du temps. Juste 3 points très, très rapides sur l'agrivoltaïsme. Je pense qu'il ne faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. L'idée, c'est absolument pas de remplacer les terres agricoles par des projets de production solaire. L'essence même de l'agrivoltaïsme, ce que c'est par définition, c'est que le solaire puisse apporter une contribution à la production agricole. Donc l'idée que les rendements puissent être divisés par 3, c'est peut-être vrai si on fait mal les choses, mais justement le décret l'empêche, puisque le décret précise très précisément quel est le fait que l'absence, qu'il ne doit pas y avoir de baisse de rendement, quoi. Donc une boîte à capitaux libanais qui appelle un riverain pour mettre des projets solaires sur un terrain agricole, que ce soit dans le cadre précédent ou dans le nouveau cadre, je ne vois pas comment ça peut vraiment arriver au bout. Donc est-ce que parce qu'il y a des comportements délictueux, isolés,
qui était déjà le cas avant et qui continueront après, qui pouvaient être empêchés avant, parce que je peux vous dire que, parce on a parlé de Far West, mais avant c'était pas le Far West. Avant c'était très dur de développer des projets, et maintenant ça devient quasiment impossible. Donc développer des projets, c'était pas, les barrières n'étaient pas aplanies, on va dire, et il n'y avait pas la possibilité ouverte de faire n'importe quoi. Donc les garde-fous existaient. Et je pense qu'il y a un vrai manque de confiance à la fois envers les sociétés qui développent des projets, mais aussi même de la part de l'État envers les services instructeurs locaux. C'est-à-dire qu'on dit, bon, les préfectures ne vont pas être suffisamment clairvoyantes pour déterminer à quel projet accorder un permis de construire, à quel projet ne pas accorder de permis de construire. Donc pour être sûr qu'on puisse bien encadrer ça, on va créer des zones d'accélération pour pouvoir faire quelque chose de suffisamment complexe pour qu'on puisse bien contrôler les choses. Mais le résultat, c'est que pour quelques comportements délictueux, on empêche énormément de projets très vertueux de se faire. Et le problème, c'est pas tant les maires qui aimeraient pas que des projets se fassent sur leur commune. Je pense que dans le cadre précédent, il était possible de s'opposer à des projets mauvais, et j'en ai pas vu beaucoup de mauvais sortir. En revanche, dans le nouveau cadre, il y a beaucoup de maires qui voudraient bien des projets sur leur commune et qui sont confrontés à l'impossibilité de les faire aboutir, et ça, c'est plus embêtant, je pense. Le troisième point, c'est par rapport à l'acceptation politique des énergies renouvelables. Je pense vraiment que les mêmes qui aujourd'hui s'opposent aux éoliennes et pourraient être amenés à voter Rassemblement national si un projet solaire se faisait sur une commune, seront les mêmes qui demain se plaindront de la hausse du prix de l'électricité si jamais on ne développe pas massivement le renouvelable dans ce pays. Et là, on aura un vrai problème politique avec des gens qui diront mais comment ça se fait qu'en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, ils payent leur électricité beaucoup moins cher qu'en France? Et ça arrivera exactement au moment où on aura le croisement des courbes entre notre parc nucléaire qui arrivera à sa fin de vie et notre déficit de production renouvelable qui se matérialisera. Après, il peut y avoir des débats sur est-ce que la consommation électrique va augmenter ou pas. Mais justement parce qu'en France, on a un parc nucléaire qui a déjà un certain âge, la question, elle ne se pose même pas en ces termes-là. Quelles que soient les hypothèses qu'on peut faire sur la hausse de la consommation d'électricité, on va avoir besoin de déployer massivement des énergies renouvelables. Que ça fasse plaisir ou pas. Et ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à dépasser ces clivages politiques. Et je conclurai en disant que la racine de tout ça et de tous ces débats qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est très profond et que la loi ne pouvait pas adresser, et donc ce n'est pas une critique, c'est la désinformation. On est noyé dans la désinformation. Il existe aujourd'hui énormément de choses totalement farfelues qui circulent sur les énergies renouvelables, comme l'idée que le temps de retour des panneaux, le temps de retour énergétique des panneaux solaires serait supérieur à leur durée de vie. Donc ça, vous pouvez lire cette information dans une BD récemment publiée à 800 000 exemplaires, que beaucoup d'élus ont lu malheureusement. Et je peux vous dire que nous, dans notre métier, les oppositions qu'on constate sont souvent des oppositions qui s'appuient sur des arguments totalement farfelus et qui sont répandus par... Donc évidemment, on peut dire « Ah mais c'est des élus, la population est contre le renouvelable, et donc ne faisons pas de projet ». Mais ils sont contre pour de mauvaises raisons. Ils sont contre pour des arguments qui sont factuellement erronés. Et donc on ne peut pas accepter ça quand on est soit un chef d'entreprise, soit un dirigeant politique. On doit se battre pour essayer de faire reposer le débat public sur des idées qui sont factuellement vérifiables. Et donc tant qu'on n'arrivera pas à trouver la solution contre cette désinformation qui est premièrement le résultat d'intérêts bien compris, de gens qui poussent des idées fausses, et Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi le résultat d'un certain, je dirais, d'une certaine méconnaissance de l'énergie, et ça c'est entre guillemets aussi de notre responsabilité de faire de la pédagogie sur notre secteur d'activité. Tant qu'on sera là-dedans, on pourra faire toutes les lois qu'on veut, on n'arrivera pas à déverrouiller ces verrous-là, parce que les gens se reposeront à des projets pour des raisons non infondées. Merci pour ces paroles fortes. C'est à vous maintenant de prendre le pouvoir dans le public. Et c'est parti. Je vous laisse vous mettre debout parce qu'on ne vous voit pas très bien. Vous présenter en une petite phrase. Et question courte et rapide, s'il vous plaît. Réponse tout aussi courte et rapide pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Bonjour, Victor. Bonjour, Victor. Je fais partie de la société Neos, développeur photovoltaïque à Orvaux, près de Nantes. J'avais une question pour monsieur le député. Vous avez abordé très rapidement le sujet des hangars à usage agricole qui ont sur leur toit des modules photovoltaïques. Et je voulais savoir s'ils allaient être soumis ou pas au régime juridique de l'agrivoltaïsme. Non, monsieur. Alors, Pierre, c'est vous. Où la bonne question? Non, mais je suis pas sûr, donc je vais pas vous répondre des conneries. De temps en temps, il faut savoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Mon sentiment est que non. Mais je n'en ai
pas la certitude absolue, mais pour mon sentiment, c'est que non. Là, pour le coup, ça restera vraiment sur la partie bâtie, quoi. Donc, pour moi, c'est hors décret. Mais voilà, c'est mon sentiment. Si je peux me permettre, j'ai la même réponse que monsieur le député. Ah, oui. C'est non. Bonjour, Jérôme Oftarchak, je suis directeur général du groupe Everwatt. On développe des centrales solaires et on finance en circuit court. Vous avez parlé de projets très complexes, l'agrivoltaïsme, en tout cas dans l'acceptabilité, éolien aussi. Nous, on se concentre sur les circuits courts énergétiques et le solaire au service d'eux. Le solaire a été un produit financier, il y a eu un moratoire en France, il y a eu beaucoup de choses, vous connaissez l'histoire. J'ai deux questions. C'est sur les parkings, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, nous, on finance beaucoup d'ombrières de parking. Il y a un gros flou sur le décret aujourd'hui, sur les dérogations potentielles, sur la manière dont ça peut être perçu, 50% de toute la surface, 50% des places de parking. Quelles dérogations on peut avoir? Certains acteurs ne s'engagent pas, parce que en termes d'accélération, Antoine Huard l'a dit, il y a beaucoup d'attentes, et en fait, l'attente de l'accélération fait qu'on n'accélère pas très vite. Et donc l'idée, c'est sur les parkings, comment on fait pour vraiment accélérer, être dans des process assez simplifiés. Et deuxième question, le débat ou la table ronde s'appelle les suites de la loi APR. Quelle est la suite de tout ça en fait, ou les suites? C'est-à-dire on n'a pas vraiment la suite. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien, d'autres un peu moins bien. Est-ce qu'il y a d'autres décrets qui vont sortir? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? Et vers où on va aller? Parce que finalement le problème français reste un problème de haut et de bas, versus l'Allemagne par exemple. 14 gigas installés en Allemagne l'an dernier, 3 en France, 8 en Espagne. Je peux faire tous les pays comme ça. Et donc l'idée, c'est voilà, les deux questions, sur les parkings et sur la suite. Voilà, pendant que vous réfléchissez, on sera ensemble sur un débat demain avec Jérôme Oftarchak sur l'autoconsommation collective, 14h demain. Merci Jérôme. Alors, qui s'y colle? Tadam, 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 tadam. Moi, je peux... Allez Corinne, c'est parti. Corinne Je veux Lepage. bien, sur la suite, je pense qu'il y a une suite qui est inévitable, c'est la transcription de RED 3. Il y a 2 ans pour le faire. On n'est pas obligé d'attendre 2 ans, hein. C'est un maximum, donc on peut aller plus vite. Ce qui permettra, ce qui devrait permettre de lever un certain nombre de freins. Parce que RED 3 est quand même très progressiste par rapport à ce que nous avons. Il y a également un texte qu'on n'a pas du tout transcrit chez nous, qui est une directive, un règlement, donc directement applicable, donc pas de transcription, mais il n'est pas appliqué, qui est le règlement de décembre 2022, qui a été prolongé jusqu'en 2025 et qui est un texte d'accélération, vraiment accéléré des procédures, c'est-à-dire avec des autorisations tacites, avec des délais très très courts, avec beaucoup de choses. Celui-là, j'en ai jamais entendu parler chez nous, j'ai jamais vu appliquer. Voilà, c'est des pistes de suite, si je puis dire. Merci. Antoine, oui. Pierre, qui s'y colle? Non, juste pour dire que sur les suites, je pense qu'on est nombreux à espérer que d'autres textes viendront corriger les quelques petits problèmes qu'on a identifiés. Je pense vraiment que c'est de l'ordre du possible, parce que c'est un constat qu'on a tous fait de manière partagée, et donc on peut essayer de les résoudre sans que ça donne lieu à un coup de balancier inverse, justement, qui arriverait à développer 5 gigawatts par commune, parce que c'est pas du tout ce que veut la filière non plus. Je veux dire, l'idée, c'est de trouver quelque chose d'équilibré. Et par contre, sur les ombrières de parking, je partage que le constat, c'est que c'est assez flou, donc je laisse plutôt la parole. Alors, Pierre Cazeneuve. Sur la question qui a été posée. Oui, alors parce que faut pas que je prenne le monopole de toutes les réponses, c'est pour ça que Non. mais le décret, il est sorti sur les parkings. Non, parce que je me rappelle qu'on a eu le débat. Ouais, mais dans il y a, l'hémicycle, en fait, et y a qu'on pas a de... dit, Ouais. on verra ça avec le décret. Mais si le décret Non, n'a c'est pas pas tranché le clair. débat, C'est pas écrit, c'est toujours pas clair. Et en gros, la position est toujours de se dire. Alors, il y a une position qui ressort, non officielle, mais on aimerait une officielle. C'est-à-dire, quand on va avec les cabinets, on a une réponse, mais elle n'est pas officielle. Et donc, il est marqué 50% de la surface du parking. Donc, certains analysaient en se disant c'est 50%, c'est-à-dire la moitié des places. Et d'autres qui se disaient, non, c'est 50% de la surface totale qu'on va comptabiliser en projection de la surface des panneaux. Ce qui veut dire qu'en gros, on couvre 80% du parking. Donc, c'est pas la même chose. je suis très au clair sur ce débat. On a dit qu'on le... Alors, juste pour préciser, il y a le gouvernement qui prend les décrets et il y a les parlementaires comme nous qui votent la loi et qui gueulent parce que les décrets ne sont pas pliés. À 1 an de la promulgation de la loi APR, il y avait 75% des décrets qui manquaient, si je ne dis pas de bêtises.
il y a eu un rapport d'évaluation qui est parlementaire pour le coup, qui a dénoncé la lenteur prise par le gouvernement et les administrations pour délivrer ces décrets. Et bon, si en plus il y a des problèmes sur les décrets qui sont pris où on n'a pas clarifié ce qu'on a dit qu'on allait clarifier par décret, et c'est pour ça qu'on a renvoyé par décret, il faut qu'on se remette collectivement en cause. Et donc je ne sais pas vous apporter de réponse. Pour moi, non, parce qu'encore une fois, on a laissé ça au gouvernement et à l'administration pour trancher cette question sur exactement quelle était l'applicabilité de ça. Alors, si on commence à mettre dans la loi, en fait, c'est 50% non plat des places, mais on ne prend pas en compte les places handicapées, les places où il y a une zone de porosité, etc. Ça veut dire que si on veut un jour passer de 50 à 52 places ou à 55%, parce que pour je ne sais quelle raison, il faut qu'on refasse une loi à pair, 116 articles. Donc on renvoie un certain nombre de choses au gouvernement et à l'administration. Donc je prends le point, je vais le remonter, et s'il y a besoin de préciser le décret, il faut que ça soit fait. Voilà, très clairement. Et sur les suites, je dis juste un mot. Il y a premièrement des suites sur des verticales d'ENR, sur lesquelles je crois beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des représentants du monde de la chaleur par ici, mais il y a beaucoup d'enjeux sur la chaleur qu'on a un peu moins traités dans la loi APR, et c'est une source d'énergie renouvelable. Je vous invite à aller dessus, parce que c'est absolument formidable, notamment pour les régions très urbaines, notamment pour l'Île-de-France, parce qu'on a la chance d'être au-dessus du Dogger, et donc d'avoir de l'eau chaude pas très loin, très accessible, et donc il y a plein de choses à faire. Ça, c'est sur le premier point, géothermie. Et s'il y a besoin de faire une loi de correction, j'y crois beaucoup aussi. On en arrive à Egalim 4. Moi, je crois beaucoup aux parlementaires qui, sur un certain nombre de sujets, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on fait aussi des projections sur ce qu'on estime va marcher et qui ne marche pas toujours. S'il y a des corrections à faire, je pense que vous recevrez un très bon accueil à l'Assemblée pour avoir des choses à faire. Encore une fois, l'idée, la volonté politique partagée d'accélérer, très sincèrement. Et donc, s'il y a des choses qui clochent, il faut nous les faire remonter. Vous avez des syndicats aussi. Je salue s'il y a des représentants de Jules Nissen, des amis de Jules Nissen. J'ai un doute, je ne sais pas pourquoi j'ai le cerf, putain la vache. Je suis fatigué. ENR Plan, exactement. Voilà. Ok, on prend une toute dernière question. Antoine, présentez-vous. Oui, bonjour, Antoine Jacob, directeur du développement Arcolia Énergie. Deux petites questions. L'an dernier, on attendait un S23, un décret tarifaire qui concernait les centrales au sol de moins de 1 MW. À partir de décembre, la profession a commencé à l'appeler S24. Est-ce qu'on va devoir l'appeler S25 ? Voilà, c'est la première question. Elle est importante parce qu'à la fois, elle recoupe aussi... Enfin, moi, il y a quelque chose qui me surprend. Ça fait 40 ans que je travaille dans les ENR. J'ai fait pas mal de réseaux de chaleur, etc. Et du coup, là, on s'aperçoit qu'en fait, l'autoconsommation collective, c'est un vrai levier, effectivement, pour entraîner les populations. Vous avez parlé, Madame la Ministre, des entraves qu'il y avait au niveau tarifaire, sur le TURP, etc. Et c'est vrai, il faut qu'on arrive à rendre ça vraiment rentable parce que c'est un vrai levier pour le faire. Et notamment, ces centrales de moins de 1 MW permettent aussi, si jamais il y avait un tarif, de les mettre en autoconsommation collective, ce qui n'est pas possible autrement, puisque quand on fait de l'autoconsommation collective, on n'est vraiment pas sûr de consommer toute l'énergie et d'avoir derrière le FIT, c'est quelque chose de très bien. Voilà. Donc il y a deux questions là-dessus, c'est ce tarif S24 et la simplification de ce qui concerne l'autoconsommation collective et son coût. Merci. Vous venez au débat demain sur l'autoconsommation collective. Hein. Poserez des questions. Ouais. Qui répond ? Tiens, vous les avez scotchés là, Antoine. Ah, je sais, il fait chaud, c'est la fin. Allez, qui se lance ? Non, on n'en sait rien. Allez, Antoine Huard, c'est parti. Je me sens pas trop légitime à répondre. Ah, il n'est pas légitime, d'accord. Non, mais je n'ai pas. Alors, là, honnêtement, Pierre, le S24, moi, je parierais plutôt sur S26, S27. Après, c'est un avis personnel. Donc, voilà, je le regrette parce que ça. C'est en gros l'année de publication du fameux décret. Donc, ça fait plusieurs années qu'on nous le promet et on le baptise en fonction de l'année de publication. Et je ne suis pas spécialement optimiste. Pierre Cazeneuve, le baptême. Encore une fois, je ne suis pas ministre de la transition énergétique. Pas encore. Non, mais jamais. Non, mais objectivement, j'ai pas l'info. Vous êtes pour le coup pas le seul à me le demander. C'est une demande récurrente, évidemment, de toute la filière. Moi, on m'a dit comme à vous, S24. Après, de là à dire que ce qui est en train de se passer sur le market design, sur les prix de l'EEC qui sont quand même en train de se casser fortement la gueule, plus tout le débat qu'on va avoir sur la suite de l'AREN, plus tout ce qu'on va avoir sur la fourniture d'électricité, dire que tout ça va se percuter à un moment donné et qu'on va vouloir prendre le temps de poser les choses pour tout sortir d'un coup, il n'y a qu'un pas. Mais je m'engage
en sortant d'ici, faire la démarche de remettre un petit coup de sonde sur le sujet et avant la table ronde de demain, voir si j'ai un bout de réponse.